L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. Salut les maniaques! Cette semaine, programme double à l'émission Chasse aux maniaques. On va à pêche avec notre ami Pierre Fontaine et on va aussi à la chasse à l'outarde, style pré-ouverture. Bonne émission tout le monde! Prêt pour les castors! Les poissons castors! Pour commencer l'émission, la pêche avec Pierre Fontaine. Pierre, c'est un gars que je connais depuis longtemps. C'est un des premiers guides qui nous avait invités à aller faire un film avec eux. Et puis, j'étais vraiment content de le retrouver enfin dans l'émission Chasse aux maniaques. Donc, on part par une belle journée ensoleillée avec mon vieux chum de skateboard, Hugo Gagnon de Saint-Georges-de-Beauce. On est parti, on est monté rejoindre Pierre à Montréal. Pierre fait de la pêche au brochet, il fait de la pêche au doré, puis il fait aussi une espèce que probablement c'est rien que lui qui fait au Québec, la pêche au poisson-castor. En arrivant sur place, le déluge, il s'est mis à mouiller en malade. Puis là, on était sûr qu'on pourrait jamais aller pêcher. On a resté quasiment 1 heure de temps dans le truck à attendre que ça passe, cet orage-là. Une fois que ça l'a passé, tout était trempe, mais on a vu qu'il y avait une genre d'éclaircie, fait qu'on s'est dit « go, on s'en va à la pêche ». Fait qu'on est parti, on est allé troller pour le brochet. Pierre, il y a plusieurs spots où il peut aller guider. Il va au lac Saint-Pierre, puis aussi la rivière Richelieu, il fait le fleuve Saint-Laurent. Fait qu'on a commencé, on est dans la rivière Richelieu, on s'en va, on commence la technique de pêche, on fait de la pêche à la traîne. Ça va virer carré, attention à vous, tenez-vous. Et on part. Objectif, 5 brochets. On veut manger à soir. Prenez une cuillère tournante. OK. Vous coupez les 2 autres hameçons. Puis vous en laissez seulement qu'une. OK, vous coupez les 2 autres. Pourquoi? Parce qu'on s'en va dans la grosse herbe, dans les joncs. Alors, si vous pêchez dans les joncs à 3 hameçons, vous allez tout le temps vous prendre. Tandis que là, on va passer un peu comme un spinnerbait, comme une cuillère tournante. Parce qu'il y a juste un hameçon. Fait que c'est un peu comme une cuillère tournante. Très intelligent, seulement coupé. On met ça à la dérive. On ajuste le frein. Quand le brochet est mort, il mord. Puis nous, on continue. Fait que tout ce qu'il y a à faire, c'est laisser passer le leurre qui s'en va dans les herbiers avec un hameçon. Donc, il va accrocher un peu. Puis à un moment donné, le brochet, lui, il va monter, il va aller le chercher. Là, ça va barrer, ça va dérouler. Quand ça déroule, c'est un brochet. Et quand ça fait juste tirer, c'est du foin. Ça devrait te lâcher dans pas long. À tantôt. Fait qu'on a fait le tour de ces spots avant d'aller au poisson-castor. On voyait au loin que les nuages s'en venaient, fait qu'on espérait pogner un peu de brochet avant qu'on s'en aille au poisson-castor. Ça n'a pas pris de temps. Pierre connaît bien la rivière, donc on a pris plusieurs brochets en peu de temps. C'est mon ami Hugo qui a eu la chance d'en prendre 2 en partant, bing bang. Il pogne 2 brochets. Là, on a été bien contents des combats. C'était pas des gros brochets, mais c'est pas grave. On a eu un petit peu de brochets pour se faire des filets pour manger ça. Fait qu'une fois notre brochet pogné, direction les spots secrets à Pierre pour aller à la pêche au poisson-castor. Le poisson-castor, c'est une pêche extrême aussi. C'est une pêche qui est vraiment différente de ce qu'on est habitué de faire. Et puis c'est pour ça qu'on est allé faire ça, parce que c'est une pêche qui a de l'action. La première fois que je suis allé pêcher avec Pierre, on avait l'impression d'être dans l'émission Monstres d'eau douce, où c'est comme un poisson mythique, où on sait pas trop si on va se faire manger ou quoi. Fait qu'on est parti là-bas, on est allé s'installer. Pierre, il y a un spot bien précis où les poissons-castors viennent s'alimenter le soir. C'est bien spécial comment on pêche dans 1 pied de creux. Tu arrives là, tu dis, voyons, il n'y a pas un poisson ici, on voit le fond, on voit qu'il n'y a rien. Fait que non, Pierre, dis, faites-moi confiance, vous allez le capoter plus tard. Fait qu'on installe les cannes, on prend des gros maudits bouchons comme si on était des petits kids.
Et puis on prend les hameçons, quasiment des hameçons en requin. On prend des morceaux de poisson, on coupe des petits morceaux des menés à pas pour pêcher. On coupe ça, on met ça sur l'hameçon. On met à peu près 10 pouces maximum du bouchon, puis on tire ça à l'eau, puis on attend. La première fois que j'avais été pêcher le poisson castor avec Pierre, il dit « Cette pêche-là, ça prend tout le temps 3 bières. » On dit « Comment ça prend 3 bières? » 3 couleurs après qu'on ait mis les angles, puis là, ça devrait mordre. Fait qu'on commence avec le premier. Attends. Une fois que les 3 bières sont finies, ça se met à mordre. Mais imaginez-vous donc que c'était bien vrai. C'est direct ça qu'on a fait. Tu vois les bouchons commencer à bouger. Fait que ça part, toi. C'est pareil, c'est le fun parce que c'est pareil comme une pêche quand on était petit. Avec le bouchon, on fait plus ça à cette heure, pêcher avec des bouchons, mais cette pêche-là, pour le poisson castor, ça prend des bouchons. Fait que tu laisses mordre, puis à un moment donné, il va partir. Puis là, tu vois le bouchon s'en aller. Puis là, il faut vraiment ferrer de toutes nos forces, mais dans le sens contraire. Pas comme un poisson normal qu'on donne un coup vers l'air. Il faut tirer vers en bas, vers le bateau, mais le sens contraire que le poisson s'en va. On a eu plusieurs touches, les poissons s'en allaient, mais on n'était pas capable de le ferrer. On ferrait, mais on ferrait dans le beurre, on aurait dit. Là, Hugo pogne la canne. Clac! Fichon, il se met à se débattre avec ça. C'est comme une bille de bois, c'est pas long, mais on dirait un rondin, carrément. C'est musclé, c'est court, mais c'est trapu. Puis ce poisson-là, il se débat en malade. Puis étant donné qu'il est juste dans un pied d'eau, on dirait qu'il s'appuie contre le sol pour partir, pour se débattre. Puis Hugo a réussi à prendre son premier poisson castor à vie. Tout le monde était content de ça. On a pris plusieurs photos et puis on remet ça à l'eau. C'est pas un poisson qu'on pêche pour la chair, c'est un poisson qu'on pêche pour le combat. Et puis on a eu tout un combat. On remet ça à l'eau, ça se met à mort de tout le tour de la chaloupe, mais on regarde le ciel, c'était noir. Il y avait des éclairs tout le tour qui s'en venaient. Fait qu'on n'a pas eu le choix. Par prudence, on a tout ramené les cannes, on est obligé de rembarquer tout l'équipement. Fait qu'on est rentré à bon port et puis on s'en allait le lendemain matin pour une autre pêche. Le lendemain matin, étant donné qu'on était dans la région de Montréal déjà, on a décidé de coucher là. Puis Pierre tenait vraiment à nous faire vivre une autre sorte de pêche qu'il offre à tous ses clients. Il fait la pêche au doré dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, on a fait le tour des spots de Pierre. On est allé pêcher le doré jaune, le doré noir. On a pris quelques poissons. C'était pas très mordeux, on était en pleine canicule, mais c'est pas grave, on a eu bien du plaisir. On a vu des gros paquebots pas loin de nous autres. On a essayé toutes sortes de techniques. On a vu plein de petits lagons où la pêche avait quand même beaucoup de potentiel. Par contre, ça n'a pas été la meilleure des pêches, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie des expéditions. C'est pas tout le temps facile. Même soit avec le meilleur des pêcheurs au monde, si ça monte pas, ça monte pas. Ça a été le cas pour cet avant-midi-là, mais on a eu bien du fun, on a eu bien les prises. Et puis, le poisson castor qu'on a pris la veille nous a fait notre voyage. Un gros merci à Pierre Fontaine, guide de pêche. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, visitez le site web Pierre Fontaine, guide de pêche. Ce bloc technique est une présentation des marchands Pro Nature. Bonjour, on va vous parler des vêtements de chasse maintenant pour la chasse à la sauvagine. Autant pour le loutarn que le canard. On a ici souvent c'est un autre type de camo que les chasseurs vont utiliser pour ce type de chasse-là. On va utiliser des camos qui vont être plus de couleur jaune ou des types de couleurs de faucet qu'on va utiliser pour adapter notre camouflage à notre type de chasse. Aussi, les vêtements de chasse à la sauvagine vont être beaucoup plus imperméables. On va utiliser ça dans des endroits beaucoup plus humides. Aussi, c'est des vêtements qui vont être un petit peu plus légers, un petit peu moins pesants, à cause qu'on va bouger beaucoup plus à ce type de chasse-là. Contrairement à la chasse au chevreuil, à la chasse à l'orignal, que souvent on va être stationnaire, à moins que la personne fasse de la chasse fine. Aussi, qu'est-ce qu'on va avoir avec ces vêtements-là? Souvent, ils sont munis, ils vont être un petit peu plus courts au niveau de la longueur pour pouvoir utiliser des bottes hautes pour pouvoir faire notre type de chasse. Vos marchands Pro Nature vous souhaitent une bonne chasse. Pour la deuxième partie de l'émission, on s'en va à la chasse à la sauvagine, précisément à la chasse à l'outarde en pré-ouverture avec la gang de mon bon ami Serge No et ses potes. He loves me. Good morning, little buddy. Je suis sa chose. Speak English. Speak English. Hi, bonjour. Bonjour! Donc, on est parti, on est allé rejoindre Serge. On s'est levé bien de bonne heure parce que la sauvagine, ça se chasse bien tôt. Donc, on est arrivé là-bas. En partant, ça commençait vraiment pas bien. On arrive là, on voyait des lampes de poche dans le champ. Il y avait des gars qui étaient déjà dans le champ.
On avait des permissions. Les gars avaient demandé pour avoir le champ la fin de semaine d'ouverture. Eux autres avaient conclu, vu qu'on était à la fin du travail, que la grande fin de semaine comptait pour la fin de semaine. Bon, mais ça a bien été. Les gars, ils nous ont laissé à la place. Donc, on a commencé à installer les appelants et puis on a découvert qu'il y avait de la mouche en petit pêcher. C'était l'enfer, c'était pire qu'à la chasse à l'ours. Une chance qu'on avait de l'anti-moustique. Fait qu'on s'est mis ça en masse. C'est pire qu'à l'ours. Aujourd'hui, 31 degrés, 40 degrés avec l'humidex. Des maringouins plus que pendant qu'on va à l'ours. C'était atroce. On était vraiment des moustiques, là. oui. Étant donné que c'est en pré-saison comme ça, les outardes sont vraiment pas farouches, ils n'ont pas été chassés, donc on s'installe dans le bord du bois, on se cache un peu, on met les outardes, les gars avaient spoté, c'était un bon X. Fait que ça allait être une bonne chasse, ça c'était certain. On s'est installé sur la lignée de bois sur le bord. On pouvait le faire parce que là, les outardes sont pas assez craintives encore. Ils arrivent, écoute, là, les chiens sont dans le champ, sont en train de ramener des outardes qu'on a tirées. L'autre voilier arrive, puis ça continue de se jeter. C'est de la chasse, le fun, je dirais facile, là, c'est un site. Là. Martin chasse les outardes dans ce coin-là. Ce qui est bien intéressant, c'est qu'on va aller chasser des neckbends. C'est le summum pour les sauvaginiers, c'est la Coupe Stanley des sauvaginiers. Il y a les bagues, il y a les neckbends. Fait que ça, c'est les scientifiques qui posent ça, les biologistes qui posent ça aux animaux pour essayer de les retracer, voir leur parcours et tout ça. Donc, on s'installe, ça n'a pas pris de temps. J'avais invité mon ami Serge et puis on s'est changé à caméra. Première bâche, c'est lui qui chassait. Deuxième bâche, c'est moi qui allais chasser. On était avec un gars bien spécial. On a eu la chance de chasser avec une sommité des États-Unis en matière de call, Big Sean. Big Sean, son nom, c'est Sean Hammock. C'est un gars qui a battu présentement absolument tout le monde au call à outarde avec ses calls que lui, il fait, qu'il vend. Il est classé premier au monde présentement au call à l'outarde. Après ça, on est rentré en mode que je pourrais appeler en mode de guerre. On a abattu le gibier volant. Moi, j'étais sur l'adrénaline de la chasse, j'avais trop de fun. C'était même pas caché quasiment, ils sont arrivés, ils sont jetés dans les appelants. Boum, 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 ça l'a tombé direct là. Les gars se sont mis à s'exciter, puis à caler, mais comme je vous dis, des bons calleurs. Les outardes, ils venaient, ils les amenaient où ce qu'ils voulaient. Ce qui est fun à savoir, c'est que Martin, c'est un éleveur de labrador. Il y a des chiens de chasse pour l'outarde. Et puis ces chiens, ils travaillent très bien. On a vu, c'est vraiment, vraiment pratique d'avoir des chiens. Ils sont partis, ils sont allés chercher les outardes, ils nous ont ramené ça. On s'est réinstallé, pas longtemps après, un autre grosse volée qui arrive. Boum, boum, boum. L'action était au rendez-vous, les outardes tombaient comme des feuilles d'automne. Cette semaine, à la chronique Aventure chasse et pêche, on se pose la question, est-ce qu'une viande d'orignal qui est vieillie 5 jours est plus tendre qu'une viande d'orignal vieillie 15 jours? Plusieurs rumeurs, plusieurs personnes ont leur hypothèse là-dessus. Est-ce que franchement, plus on la laisse vieillir, plus la viande vient tendre? L'équipe d'Aventure chasse et pêche s'est posé la question et ont fait le test avec plus de 140 personnes, avec 3 orignaux différents, avec les mêmes coupes de viande. Ils ont laissé mourir la viande pendant 5 jours, puis une autre qui l'ont laissé mourir pendant 15 jours. Selon vous, quelle viande a été la plus tendre? Pour avoir les résultats de cette étude, procurez-vous le magazine Aventure chasse et pêche, édition hiver 2016. Vous allez avoir tous les résultats. Donc là-dessus, je vous souhaite bonne saison de chasse. À la semaine prochaine.
Enfin, on renouait avec nos guns, on a renoué avec la chasse à l'outarde. C'était vraiment, vraiment le fun. Comme première sortie, on pouvait pas demander mieux. Il faisait chaud par contre. Dans la journée, il annonçait plus 35. C'était vraiment, vraiment chaud. Mais c'est pas grave. On a eu plusieurs volées. C'est l'enfer. Ils viennent, début de saison comme ça, ils viennent tout simplement, sans rien à regarder, ils arrivent. Ils font même pas de tour, ils arrivent direct, c'est le titre qu'ils veulent rentrer, c'est là qu'ils viennent. Merci, bonsoir. On est combien à peu près, ça? Une quinzaine à date? Une quinzaine en deux, trois volées. Puis à un moment donné, ça a été vraiment cool parce qu'on a vu vraiment le travail des bons calleurs. Les outards sont arrivés puis sont posés plus loin dans le champ. Ils n'étaient pas à portée de tir. Fait que les gars se sont mis à s'exciter, à faire comme si les outards étaient excités. Ils se sont mis à caller en fou. Et les outards, ils sont décollés puis sont rapprochés vers nous autres. Puis c'est là qu'on a réussi à les tirer. J'avais jamais vu ça, un genre d'expérience comme ça. Mais quand tu as des bons calleurs, on avait le numéro 1 mondial sur le câble. Ça l'a paru tout de suite. Les outards, ils rentraient sans hésiter. Ils faisaient pas de tour. Ils arrivaient. Ils se jetaient direct dans les outardes, dans les aplants. Boum, boum, boum. Ça tombait, les amis. Faut pas trop caller. Faut caller quand c'est le temps. Faut que quand ils changent d'idée de venir à nous autres, faut montrer qu'on est excité puis qu'on veut qu'ils viennent à nous autres. Puis quand ils viennent à nous autres, on se calme, on fait le plus l'indépendant. On cale des petits calls, cloup, 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 puis ils s'en viennent. Take him! Après. Happy? Yeah, yeah, yeah! On avait une possibilité de 70 outardes, mais on en a fait 37 en 5 volées, ce qui est très bon malgré le facteur humidex puis le facteur soleil. Il faisait totalement chaud, aucun vent, le vent a comme tombé. Et puis c'était étouffant. À un moment donné, vers 9 h, on a décidé d'arrêter de chasser. Il n'y a plus rien qui volait depuis au moins 1 heure. Ça a arrêté subitement, plus rien, ça bougeait plus, ça collait plus, il n'y avait plus rien. Un coup que ça a été fini, on a tout ramassé le setup. On a ramassé nos douilles, on a ramassé nos bourres. C'est quoi ça? Regarde. Encore bon, là. Il y a de la nourriture ici, en masse, en masse, en masse encore. Regarde, tu vois ça? C'est encore bien beau, bien beau. Un peu mal là-dedans. Beau, mais... Super beau. Super bon. Une pichette de blé d'Inde, pourquoi pas? C'est pas du blé d'Inde à vache, ça? Non, c'est le daim à bœuf. Il est bon. Yes. Non. J'ai laissé le côté qui était mou un peu. On est allé se promener dans les autres champs, on a vu quelques amas d'outardes, mais pas grand-chose. Fait qu'on est allé voir à la rivière, pas loin d'où on était, où ils vont dormir la nuit. Puis on a vu qu'ils n'étaient pas décollés de là, ou presque pas décollés de là. Donc c'était pas une bonne journée pour ça, mais 34, 2 avec le collier, puis 4 avec des bagues.
Ça a été une chasse vraiment le fun. Comme première chasse de l'année, j'étais vraiment content. On a fait des beaux tirs, des belles envolées. Les chiens ont travaillé super bien, les calleurs étaient magnifiques, c'était beau d'entendre ça. Et puis on a eu du fun entre amis. Faut pas oublier ça, la chasse aux oiseaux, mais comme toute chasse, comme toute pêche, c'est du fun avec nos chums. Et on retourne chez nous avec des images, avec des belles photos, avec de la bonne viande d'outarde. Et puis ça a été une super de belle expérience. Sur ça, merci beaucoup de nous suivre. Si vous voulez plus d'informations, page Facebook, on a plusieurs concours en vigueur. Sinon, site web, chasseaumanac.com. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. OK, fait que le monde chasse en croque. Bon, par ici, oui, il fait trop chaud. Je savais qu'il était en bédaine, moi. Ça va faire comme un deuxième soleil.